BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs Benaouda Abdelhaim et sa moisson d'études glanées dans le monde entier. Notre bibliothécaire du jour, Eva Jaco, qui rendra hommage à Marcel Boiteux. Et on démarre évidemment tout de suite avec nos critiques attitrés. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à alternativeéconomique.fr. Et puis le grand animateur des pages livres aussi d'Alternative Économique. À ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School, président et critique de la Société d'économie politique. Messieurs, on démarre avec ce qui est le choix de Christian, ce qui aurait pu être aussi le choix de Jean-Marc, un livre qu'on attendait, le livre sur McKinsey. McKinsey pour le meilleur et pour le pire, de Walt Bogdanich et Michael Forsythe. C'est chez Buchet-Chastel. Alors, messieurs, est-ce que ce livre est à la hauteur de vos attentes, Christian Chavagneux? Oui, moi, très clairement. Deux journalistes du New York Times, dont le premier a eu 3 prix Pulitzer. Excusez du peu quand même. Donc, pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, ça prend à peu près 3 pages dans le livre. Voilà, quand vous arrivez chez McKinsey, on vous dit on va développer la démocratie, la transition numérique, la transition écologique, et tout va être pour le mieux dans le respect éthique. Et pour le pire, c'est tout le reste du livre, qui est une succession de chapitres, d'enquêtes, à charge, c'est vrai, mais vraiment d'enquête des journalistes. Alors, le premier type de sujet qu'on peut aborder, c'est... Mais ça, on le sait tous, McKinsey, la chasse au coût. Quand un président, un directeur général appelle un consultant type McKinsey, c'est pour réduire les coûts. Il y a une anecdote au début du livre qui m'a frappé sur la mentalité du chasseur de coûts. Vous savez, le patron de Disney qui dit « J'aimerais bien réduire les coûts dans les parcs à thème chez Disney ». Donc il y a un gars chez McKinsey qui arrive, qui appelle le directeur de la maintenance, qui dit « Mais pourquoi est-ce que vous envoyez un gars tous les soirs pour vérifier tel manège dangereux? Ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu d'accident. Vous pourriez supprimer le poste et gagner des sous. » Le gars lui dit « Mais c'est parce que j'envoie un gars tous les soirs qu'il n'y a pas d'accident depuis 10 ans. » Donc on voit bien cette mentalité de chasseur de coûts et comment on peut retourner quelque chose de positif en négatif. Le livre nous dit aussi, une fois qu'ils ont chassé les coûts, ça augmente les profits. Et justement, McKinsey fait partie des consultants qui vont développer la rémunération des patrons au profit. Donc ça va dans les deux sens, quoi. Je réduis les coûts, j'augmente les profits. En plus, le patron prend de plus en plus de salaire, de stock options. Et donc, ils disent, McKinsey a nourri les inégalités. Tout ça, bon, on apprend des choses, mais on le savait déjà un peu sans être spécialiste de McKinsey. Mais là, vous avez la suite. Là, vous avez McKinsey qui, par exemple, sur le fameux développement des opioïdes et des morts par opioïdes, par addiction aux États-Unis. Et là, le livre nous dit ils ont joué un rôle clé dans le développement et le marketing de ces opioïdes, comme ils l'avaient fait pour développer les cigarettes, comme ils l'ont fait après, en essayant de définir le mieux possible les noms qui font donner au goût des cigarettes électroniques pour que les gamins de 13 à 17 ans se mettent à fumer, se mettent à vapoter. Voilà, c'est ce genre de comportement qu'on retrouve. Bien évidemment, quand on travaille comme ça pour des entreprises qui vont contre la santé, on ne devrait pas pouvoir travailler pour le ministère de la Santé. Eh bien si, aucun conflit d'intérêt pour eux, ils vont aider le ministère de la Santé à définir les règles que surtout les autres ne vont pas appliquer. Un autre exemple de conflit d'intérêt, vous avez un grand pays asiatique qui dit qui appelle McKinsey, est-ce que je dois mettre dans les routes de la soie chinoise? Et là, le gars de McKinsey dit, ouais, c'est très très important, sans lui dire que les entreprises qui lui conseillent pour aller dans les routes de la soie, elles sont clientes chez lui, ce sont des clients à lui en Chine. Donc vous avez... On les appelle, ce qui est frappant, moi je trouve, c'est qu'en fait on les appelle pour tout et n'importe quoi. On les appelle pour tout et n'importe quoi, c'est la conclusion du livre, je vais y revenir. Et vous avez, si vous n'êtes pas encore complètement écœuré, vous avez un dernier exemple, j'aurais pu en citer 10 de plus tellement le bouquin est riche. Vous avez cette administration américaine qui est chargée de réunir les sans-papiers pour les expulser. Et donc il y a quelqu'un qui dit ça coûte trop cher. Cette administration coûte trop cher. Le gars de McKinsey arrive sans aucun problème, il dit mais j'ai la solution, c'est évident, il n'y a qu'à réduire la nourriture et la couverture médicale que l'on donne à ces personnes sans papier. Voilà. C'est ce type de comportement qui est développé chapitre après chapitre, qui est nourri, enquêté, et en fait ce que les deux auteurs nous disent, c'est que McKinsey fait partie de ces acteurs clés de la mondialisation qui travaillent pour les gouvernements, pour les grandes entreprises privées, qui impulsent une partie de la mondialisation, malheureusement, pour le pire de la mondialisation. Jean-Marc Daniel, juste une question. Est-ce qu'il y a quand même une matière grise légitime
chez McKinsey? Est-ce qu'il y a une vraie expertise quand même? Ah ben, il y a une vraie expertise. Ils recrutent parmi les plus diplômés des étudiants américains. Et donc, moi, je n'ai pas tout à fait vu la même chose dans le livre. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est que, effectivement, les chapitres sur le tabac et les opioïdes sont assez caricaturaux, à mon avis. En revanche, ce qui est intéressant, c'est d'abord l'origine. Il raconte qui était McKinsey, qui n'est pas véritablement le fondateur. Le fondateur, enfin, c'est le fondateur sur le papier, mais le personnage qui a lancé ça, c'est nommé Marine Bower. Et ce Marine Bower, effectivement, va s'associer plus ou moins directement avec Harvard pour avoir les meilleurs étudiants et les meilleurs ingénieurs américains. Alors, Marine Bower, il est juriste de formation, donc là aussi, il va concevoir un modèle qui est un modèle d'organisation comme les cabinets d'avocats américains, où on est payé au résultat, où on est payé sur le dossier et tout ça. Et alors bon, ce qu'il les explique, c'est qu'il y a quand même 34 000 personnes qui travaillent pour McKinsey au niveau mondial, donc c'est pas rien. Et effectivement, on passe en revue tout un tas de dossiers. Alors, il y a des fois où c'est ironique, il y a des fois où effectivement c'est assez caricatural, il y a des fois où, même si on connaît les dossiers, comme sur la Continental Illinois dans les années 80 ou Enron dans les années 2000, c'est bien raconté, on montre bien comment effectivement ils ont été associés à ça, mais ce que montre bien, à mon avis, le livre, c'est qu'à la fin des fins, c'est pas eux qui décident quand même. C'est qu'il y a des gens qui s'appuient sur eux, mais les gens qui décident ont la liberté de prendre la décision. Ils sont là en conseiller, mais les conseillers ne sont pas les payeurs, et c'est les payeurs, c'est les autres qui suivent leur discours. Et alors, il a parlé de système de santé. Il y a un passage sur le McKinsey qui va réformer le système de santé anglais, pas américain, anglais, le NHS, et donc, parce que le système étant difficile et tout ça, et alors il rencontre évidemment un anglais qui va avoir un trait d'humour que je trouve absolument génial, l'anglais qui est un des responsables du NHS, qui est par ailleurs journaliste et tout ça, lui dit, non mais vous savez, McKinsey, ils sont incontournables. D'ailleurs, si Dieu voulait refaire le monde, aujourd'hui, il s'adresserait à McKinsey en disant « J'ai fait ça en 7 jours, comment il faudrait que je fasse pour le faire en 4 jours ?» Et donc, je trouve que ça, c'est à la fois très british et assez symptomatique de, effectivement, cette position de gens qui sont devenus le symbole de l'efficacité, même si il y a des passages où ils montrent que cette efficacité, mais c'est pas eux qui décident, cette efficacité se fait au prix d'une certaine liberté vis-à-vis de la morale. Bon, en tout cas, vous êtes d'accord tous les deux pour nous recommander la lecture de ce McKinsey pour le meilleur et pour le pire. Jean-Marc Daniel, vous avez choisi, vous, un livre, Les malheurs des uns font le business des autres. Benoît Faucon, Clément Fayolle, Antoine Harari, c'est chez Robert Laffont. Oui, donc là, il s'agit de regarder un peu comment évolue la criminalité ou des gens qui sont à la marge de la criminalité dans des circonstances qui sont liées à des décisions politiques, à des modes d'organisation qui sont des modes d'organisation qui ont été décidés plus ou moins par l'État ou par des grandes entreprises. Alors, il y a plusieurs thèmes. Il y a le contrebandier traditionnel, il y a le personnage qui détourne les embargos, qui est une forme de contrebandier, il y a le trafiquant d'armes, il y a le personnage qui blanchit de l'argent. Il y a des gens un peu plus originaux, il y a le lobbyiste, l'influenceur. Et le tout premier chapitre est consacré aux gens qui vous vendent une diplomatie parallèle, qui vous disent vous n'avez pas accès aux plus grands de ce monde. Si vous payez très cher, moi je vous garantis que vous allez avoir une entrevue avec tel ministre, tel chef de l'État ou tel responsable du FMI. Il n'y a pas de chapitre sur McKinsey non. Non. Alors il n'y a pas de chapitre sur McKinsey. Alors c'est des chapitres très courts. C'est une véritable cavalcade. On va très très vite. On rebondit de Londres à Genève. On se retrouve après à Hong Kong. On est partout dans le monde. Il y a des portraits de gens qui sont assez bien menés, assez bienvenus. On ressort de là en se disant un peu, et maintenant, so what? Oui, mais alors, c'est à la fois très agréable à lire, un peu déroutant, et puis quand même, c'est quand même un pan de l'économie dont on avait du mal, à mon avis, à mesurer l'importance, parce qu'il montre bien qu'il y a des endroits où c'est... Et alors, la conclusion, c'est que c'est des métiers qui sont dangereux. Il raconte quelqu'un qui a essayé de faire du commerce avec la Somalie et tout ça, et toutes les personnes qu'il a rencontrées ont été exécutées. Pas de son fait d'ailleurs, pas du fait de l'état ambiant de ce qu'est la Somalie. Bon. Donc c'est un livre agréable à lire et qui est assez intéressant sur le fond. Christian Chavagneux. Oui, c'est vrai, c'est un livre facile à lire, mais je suis un peu comme Jean-Marc. À la fin, on se dit, et alors quoi? Alors, oui, c'est vrai qu'il y a un pan de la mondialisation économique qui est dans l'ombre, qui est déviant, voire qui est guerrier, mais ça, c'est pas vraiment un scoop, on le savait déjà. Alors, on le sait parce qu'il y a des journalistes comme eux qui vont aussi depuis des années, des décennies enquêter et qui vont faire sortir les affaires, quelquefois de manière, en jouant un peu avec leur sécurité, en jouant beaucoup avec leur sécurité pour aller fouiller quand même dans ces poubelles un peu dangereuses de l'histoire économique. Moi, je trouve qu'il y a quand même quelques petits défauts. Toutes les histoires qui nous sont racontées, ça concerne la Russie, l'Iran et des pays africains, comme si les coups tordus de la mondialisation économique, c'était jamais les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne.
Il y a quand même un biais de sélection vers les pays du Sud, vers les soi-disant méchants désignés par la communauté internationale, voire par les États-Unis. On ne sait pas trop si... alors c'est vrai qu'il y a une multitude d'histoires, hein. On s'y perd un peu tellement il y a d'histoires. On ne sait pas trop, est-ce qu'il y en a plus aujourd'hui qu'hier? Est-ce que ça suit le développement économique? Est-ce que finalement il n'y en a pas moins qu'hier, mais plus de journalistes d'enquête? Enfin, on ne sait pas trop comment se positionner. Puis surtout, quand même depuis les années 30, il y a toute une littérature académique sur ce genre d'activité illicite, et toute la littérature, à peu près toute, va dans le même sens en disant les frontières entre le licite et l'illicite, entre le national, l'international, le privé et le public, tout ça est très poreux. Et là, on a l'impression de gens qui sont complètement à côté du vrai système économique noble qui fonctionne très bien, et alors qu'à côté il y a plein de déviants, alors que non, les mélanges sont beaucoup plus croisés. Et puis pourquoi aller chercher les déviants quand Total fait 20 milliards de profit parce que le prix du pétrole explose, parce qu'il y a une guerre? C'est bien que le malheur des uns fait le business des autres. Quand Moderna et Pfizer gagnent énormément de milliards et que leurs patrons s'en retrouvent des milliardaires parce qu'il y a une pandémie mondiale et que les États sont prêts à acheter les vaccins à n'importe quel prix parce que les gens sont en train de mourir, c'est bien que le malheur des uns fait le business des autres. Donc il n'y a pas besoin d'aller chercher aussi loin dans la déviance pour pouvoir continuer à développer leur thèse. Juste pour rebondir, on pourrait considérer que les impôts, c'est aussi la même chose. C'est le malheur des uns qui fait le bonheur des autres. Mais ça, c'est de la provocation idéologique de Jean-Marc Daniel. Tiens, juste une question pour terminer que j'ai oublié de vous poser sur McKinsey. S'il fallait faire le bilan de la contribution de McKinsey à l'économie mondiale, vous diriez quoi Les deux auteurs, c'est extrêmement négatif. Extrêmement négatif. Tous les mauvais aspects du capitalisme. D'accord, ok. Non, pas extrêmement négatif, mais effectivement, ils ont un rôle. McKinsey, on voit bien, ils ont un rôle qui consiste à légitimer des choses que les gens ne veulent pas assumer. Donc la question, c'est est-ce que ce rôle-là, quelqu'un ne l'aurait pas tenu de toute façon? Merci. Messieurs, allez, c'est l'heure de retrouver Eva Jaco qui va nous raconter le livre qu'avait publié Marcel Boiteux en 1993. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain. Bonjour Eva. Bonjour Emmanuel. Eva Jaco, notre bibliothécaire du jour. Alors Eva, on a décidé de rendre hommage, il faut le dire aujourd'hui, à un grand homme de l'industrie française, disparu le 6 septembre dernier à 101 ans. C'est Marcel Boiteux, l'ancien patron d'EDF. Oui, Marcel Boiteux, c'était le pape du nucléaire, une vraie figure de référence sur le sujet. Il a passé 40 ans chez EDF. C'est notamment lui qui a lancé le programme nucléaire avec le plan Mesmer en 1974 sous Pompidou. Alors dans Haute Tension, écrit en 1993, peu après avoir quitté la présidence, eh bien, il raconte sa vie de directeur général en 67, puis de président d'EDF en 1979. Alors, Haute Tension, c'est vraiment ses mémoires, quoi. Alors, son livre décrit effectivement les moments clés de sa carrière assez emblématique d'un jeune Français brillant, ingénieur, économiste de l'époque. Oui, tout à fait. Marcel Boiteux a un parcours assez exceptionnel, on peut dire même extraordinaire. Il a fait l'école normale en 42, puis Sciences Po jusqu'en 47. Il a été enseignant-chercheur au CNRS et assistant de Maurice Allais à l'école des mines, prix Nobel d'économie en 88. Il commence chez EDF en 1949 comme agent des entreprises électriques et gazières. Alors d'abord, il a participé à bâtir la tarification de l'électricité sur un principe d'intérêt général. C'est son premier job en quelque sorte. Alors à ce moment-là, on passe de tarif à tranche à la recherche d'un coût marginal de l'électricité. Donc c'est-à-dire qu'on passe un coût qui reflète le coût de production du dernier kilowattheure produit. Ça, c'est son premier grand fait d'armes, on va dire, à Marcel Boiteux, sachant que l'autre grand fait d'armes, évidemment, c'est que c'est lui qui a managé finalement toute la construction et la mise en place du parc nucléaire français. Oui, et ça, il le raconte bien sûr, les débuts de cette épopée du nucléaire qui commence avec le conflit d'attribution entre le CEA et EDF. Il explique les premières constructions à Chinon à la fin des années 50, des premières centrales nucléaires à prétention industrielle et les tensions qui se cristallisaient autour à l'époque.
mais aussi la question des changements de filière. Donc il consacre bien sûr une grosse partie au nucléaire, mais dédie aussi un chapitre à l'engagement d'EDF dans le chauffage électrique. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que on a l'impression qu'à l'époque, le développement du parc nucléaire, c'était une évidence. Et en fait, il montre à quel point ça a été compliqué. Il y a même des comités de scientifiques, des pétitions de scientifiques qui disaient que le nucléaire, c'était dangereux. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir quand même de l'aventure d'EDF à l'époque et de si Marcel Boiteux était encore là, quel conseil il nous donnerait finalement pour relancer le parc nucléaire? Eh bien, la grande leçon de Marcel Boiteux, ce serait que, enfin, en tout cas, ce qu'il disait, c'est que le plus compliqué, ce n'est pas la centrale en elle-même, mais réussir à faire travailler des corps de métier ensemble et cette notion de filière, tout ce qui est sous-traitant. Aujourd'hui, en France, c'est vrai qu'on est un petit peu dans la même situation qu'il y a 50 ans. On repart de zéro et tout le monde fait référence à Marcel Boiteux à l'époque où se construisaient 2 réacteurs par an. On se demande même si Luc Rémont ne serait pas le nouveau Marcel Boiteux dans 20 ans. Bah écoutez, on verra. Rendez-vous dans 20 ans. En tout cas, rendons hommage à ce brillant ingénieur, économiste, profil à la Dupuis aussi et à la Jean Tirole, qui étaient ces économistes industriels. Un peu. Merci beaucoup Eva, c'était passionnant. Et bien maintenant, c'est l'heure de faire notre baluchon. Nous partons pour notre tour du monde hebdomadaire. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Cher Benahouda Abdelhaim, bonjour. Bonjour. Benahouda, vous commencez par nous donner un petit peu la vision chinoise des raisons du déclenchement du plus grand conflit israélo-palestinien des dernières années. Oui, donc un texte qui vient d'être publié, c'est un regard de Pékin qui forcément hérissera les capitales occidentales. C'est celui du directeur d'un centre de recherche particulièrement influent, affilié au ministère chinois de la Sécurité d'État. Le texte nous parvient par une lettre très intéressante, une lettre spécialisée qui s'appelle Signification, S-I-N-I-F-I-C-A-T-I-O-N. Ça vaut le coup d'y jeter un œil. La Chine qui entretient avec Israël d'importantes relations économiques, notamment dans les technologies de pointe, n'en conçoit pas moins une extrême défiance pour le gouvernement israélien en place depuis fin 2022. New Sinchun déploie ici un point de vue à charge qu'il appuie sur le fait que la majorité israélienne au pouvoir est la plus radicale de l'histoire de ce pays. L'analyste chinois aborde point par point ce qu'il présente comme la mise en place d'une toile de fond essentielle à ce nouveau conflit. La police militaire israélienne qui se faufile, je cite, dans le lieu saint d'Al-Aqsa à Jérusalem, l'expansion continue des colonies israéliennes en Cisjordanie occupée, la tolérance pour les attaques de villages palestiniens, etc. Il souligne que dès lors qu'un conflit éclate avec Gaza tous les 2-3 ans, un autre s'inscrivait à l'horizon, écrit-il. Il ne traite pas de la nature de l'actuel. Ensuite, l'auteur inscrit tout son propos dans la recomposition du Moyen-Orient poussée par l'administration Biden, qui était censé représenter la normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite au travers de l'instauration d'une coopération économique approfondie. Selon lui, l'affaire est désormais interrompue pour longtemps. Et à cet égard, comme à bien d'autres, New Sinchun fait porter une responsabilité écrasante aux États-Unis qui ont abandonné, dit-il, toute idée de résolution du conflit israélo-palestinien depuis 1993. Or, soutient-il, là où il y a occupation et contrôle militaire, il y a définitivement résistance armée. Ce spécialiste chinois du Moyen-Orient redoute à présent une nouvelle phase d'embrasement avec le Liban, avec la Syrie, au moment même où son pays se pose en médiateur central de cette région, après être devenu il y a 2 ans le premier partenaire commercial de la plupart de ces États. Direction les États-Unis, Benahouda, pour un bilan de l'égalité des sexes dans la santé. Alors, nous en avons bien entendu parler sur BFM Business de Claudia Godin, la professeure à Harvard qui a été récompensée du Nobel d'économie pour ses travaux précurseurs sur la place des femmes sur le marché du travail aux États-Unis. Alors, quelques jours auparavant, sans bien entendu une telle portée théorique, des experts du cabinet de consultants Deloitte ont effectué un travail très intéressant et démontré un autre facteur d'inégalité structurelle en défaveur des femmes aux États-Unis, au sein donc de la première économie au monde, celui dans la santé.
Kouleni Ghebreyesus et ses collègues établissent comment, à tout âge, d'ailleurs de 19 à 64 ans, les femmes américaines dépensent davantage que les hommes pour leurs frais médicaux, même dans le cas où celles-ci bénéficient d'une assurance maladie employeur de même niveau, en excluant des calculs, y compris les soins de maternité. Les Américaines payent pratiquement 15 milliards et demi de dollars de plus par an pour leur santé que leurs concitoyens. Le travail d'actuariat est effectué à partir de données sur 16 millions de personnes, un peu plus même. Et ces Américaines sortent donc de leur poche, en moyenne, 266 dollars de plus par an que les hommes. C'est une moyenne, encore bien sûr. Et il y a différentes explications de ce qui forme alors une immense ponction du pouvoir d'achat des femmes aux États-Unis. Elles ont plus d'examens annuels, plus d'examens précoces. Les coûts d'imagerie sont plus élevés, notamment pour le dépistage du cancer du sein. Et la recommandation centrale des auteurs, c'est que l'employeur augmente annuellement, en moyenne, de 133 dollars sa cotisation patronale pour ses salariés féminins, afin d'établir une équité financière, écrivent-ils, dans l'entreprise, ce qui posera alors immanquablement la question du coût du travail des femmes dans ce pays. Mais par ailleurs, les auteurs préconisent auprès des femmes une prise de contrôle de leur vie financière, en discutant, en examinant leurs factures médicales, en se renseignant mieux sur les prestations, en réduisant les dépenses inutiles, etc. Et en constituant ainsi, selon les auteurs, un fonds d'urgence pour chacune, pour les coûts imprévus. Et c'est un document très débattu aux États-Unis. Passionnant. Et passionnant aussi, votre dernier travail, Benahouda, mis en valeur aujourd'hui. Vous nous donnez enfin la véritable explication à la pénurie de main-d'œuvre au sein de la zone euro. Oui, alors c'est un économiste de la banque néerlandaise ING qui se propose de nous donner cette raison. Bert Collien, qui est basé à Amsterdam, estime que la diminution du nombre moyen d'heures travaillées en zone euro représente l'un des chocs les plus importants et quelque peu négligés, dit-il, d'un point de vue théorique, provoqué par la crise pandémique, celle du Covid-19. Ce nombre par personne active reste inférieur de 2,2% à ce qu'il était avant la pandémie, ce qui a un impact très fort, dit-il, sur le marché du travail de la zone euro. Cet économiste soutient que ce n'est pas une question de cycle ou bien de vieillissement. Donc, il écarte la question le paramètre démographique, mais de quantité de travail. De ce fait, il y a 3 800 000 personnes, équivalent temps plein, de plus dans la zone euro pour occuper des tâches qui correspondaient au volume effectué précédemment sans eux. Alors sans eux, c'est entre guillemets. C'est eu 3,8 millions de travailleurs, toujours en volume. Ce sont donc autant de bras en moins pour pouvoir faire correspondre globalement l'offre et la demande de travail. Sa démonstration s'appuie sur différents graphiques. Et selon sa thèse, si les gens travaillaient la même quantité d'heures qu'avant le Covid, la zone euro ne connaîtrait probablement pas de pression salariale significative et donc n'alimenterait pas la hausse des prix généraux. Cette tendance à la baisse des heures travaillées, selon cet analyste de banque, s'observe dans la plupart des secteurs. Il y a une série très marquante, tant chez les hommes que chez les femmes, et dans l'ensemble des groupes d'âge. Et en croisant les données d'Eurostat et celles que recueille cette banque, c'est très marqué dans la distribution, dans la restauration, la construction, l'informatique, les télécommunications, je ne vais pas tous vous les faire. Pourquoi ? Il y a une combinaison de facteurs, toutefois sans certitude, hormis celle de la hausse des congés maladie, aussi bien aux Pays-Bas qu'en Allemagne, qu'en Espagne. Alors il n'y a pas de Club Med ou d'Europe de la vertu dans ce domaine. Et puis il y a l'entrée accrue de femmes et de jeunes dans le marché. Pour Bert Collien, quoi qu'il en soit, ce déficit d'heures travaillées par actif porte atteinte structurellement au potentiel de croissance économique de la zone euro, donc de sa prospérité à moyen terme. Oui, ce qui est clair aussi, la baisse de la productivité. D'ailleurs, merci beaucoup Benahouda Abdelhaim. C'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute. Messieurs, en début de semaine était décerné, je vais le dire pour ne pas vexer Christian, le prix de la Banque de Suède. Le prix de la Banque de Suède. En mémoire d'Alfred Nobel. En sciences économiques. En sciences économiques, que Jean-Marc appelle comme tout le monde. Le prix Nobel d'économie a été décerné à Claudia Gaudin. Alors je vous ai dit, tiens, si on se faisait une petite dernière minute pour que vous nous racontiez et nous en disiez plus sur Claudia Gaudin. Christian Chavagneux. Moi j'ai pris un article, c'est Paul Krugman qui a dit, moi s'il y a un article à lire de cette nouvelle lauréate, c'est celui-là, ça s'appelle La Grande Compression. C'est vraiment du Goldin typique. On va chercher des
des stats, on fait de l'histoire économique, un peu à la Piketty, j'ai envie de dire, et on met ça sur le tapis pour montrer quoi? Que des années 40 aux États-Unis jusqu'aux années 70-80, il y a une compression des écarts salariaux aux États-Unis, que la montée des écarts salariaux que nous on commande tout le temps aujourd'hui ne date que des années 80, et elle dit augmentation du salaire minimum, le fait qu'avec la reconstruction et les 30 glorieuses en général aux États-Unis, il y a eu besoin de main-d'œuvre non qualifiée, ça fait monter les salaires, alors qu'il y a eu de plus en plus de gens sortis de l'université, ça a créé une offre abondante de personnel qualifié, ce qui a fait baisser le prix. Donc c'est la grande compression. Krugman dit c'est le meilleur papier qu'elle ait écrit en termes de recherche. Jean-Marc Daniel, qu'est-ce que vous retenez, vous, de ce prix Nobel? Parce que je ne vous cache pas que tel qu'il a été présenté, alors peut-être que, évidemment, quand ces travaux sont sortis, ils étaient extrêmement novateurs, mais c'est vrai que les conclusions qui en sont tirées aujourd'hui paraissent pas d'une innovation folle et d'une imagination Moi, je folle. considère de plus en plus que le prix Nobel d'économie s'apparente plutôt au prix Nobel de littérature qu'au prix Nobel de physique. En physique, on couronne, on salue une découverte. En littérature, on salue une œuvre. Et là, clairement, on salue une œuvre, c'est-à-dire des travaux qui sont des travaux, alors qui n'ont pas été traduits en français d'ailleurs. Ça a été difficile de trouver des textes de référence. Il y a des articles en français, il y a des interviews. Elle a accordé des interviews, notamment à un grand quotidien du soir, mais il n'y a pas de livre. Donc moi, j'ai retenu un de ses derniers livres qui est sur la course qu'il y a entre l'innovation et la formation, où elle dit bien que tout le monde dit qu'il faut de l'innovation, de l'innovation, de l'innovation. Mais elle dit, alors on rejoint un peu cette idée que l'enjeu de la main-d'œuvre, l'enjeu de la façon dont on traite la main-d'œuvre, l'enjeu dont on forme la main-d'œuvre est aussi important que l'innovation. Ça ne sert à rien d'avoir des innovations extrêmement performantes. Il n'y a personne qui sait les faire fonctionner. Et donc, pour conclure, ce que je trouve assez frappant, c'est que les 2 tiers des prix Nobel ont été attribués à des Américains. Et en général, ces Américains ont donné lieu quand même à des traductions en français. Et là, c'est vraiment quelqu'un qui est dans le monde de l'économie américaine. Et qui est... et en fait, on regarde les nationalités de prix Nobel, en fait, on ferait mieux de regarder les universités qui reçoivent le prix Nobel, et là, enfin, le prix... La banque de Suède. À chaque fois, je bug, c'est infernal. Et c'est vrai que c'est quand même toujours les mêmes... Oui, alors elle a fait ses études à Chicago, elle était professeure à Harvard. À la différence du Nobel de littérature, Jean-Marc. Ah oui, ça c'est vrai. Et elle a fait son doctorat avec Robert Fogel, qui lui-même a eu le prix Nobel d'économie. Merci, messieurs. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, évidemment, bonne lecture.